bats-moi aux échecs, et je te donnerai 100 millions d'euros. » Le milliardaire esquissa un sourire narquois, mais quand la fille de la domestique souleva un pion, son empire commença à trembler. C'est un jeu pour l'intellect, pas pour les simples d'esprit. Le rire du milliardaire brisa le silence de la bibliothèque, résonnant contre le marbre du sol et les rayonnages chargés d'éditions originales. Il s'appelait Philippe Montmorency, légende de la défense, bâtisseur d'empire, un homme qui n'avait jamais perdu. Devant lui se tenait Suzanne Martin, une domestique trop timide pour répondre, et sa fille Amélie, âgée de seulement 9 ans, une enfant, un souffle de défi. « Ma mère ne joue peut-être pas, monsieur, dit-elle, mais moi, je joue. » Un murmure parcourut la pièce. Investisseurs rivaux et domestiques retinrent leur souffle tandis que Montmorency souriait, tapotant le roi d'ivoire entre ses doigts. « Toi, un enfant, très bien, alors bats-moi, et je te donnerai 100 millions d'euros. Père, et ta mère est congédiée à jamais. » Les pièces étaient en place, et le monde retenait son souffle. Un roi n'est qu'un morceau de bois, jusqu'à ce qu'un enfant en fasse une arme. Il croyait affronter une simple domestique, une femme qu'il pouvait écraser sans effort, mais il n'avait pas vu la fillette de 9 ans, aux yeux anciens, debout dans l'ombre de sa mère. La grande bibliothèque de l'hôtel particulier Montmorency était un lieu silencieux et imposant. Elle était imprégnée de l'odeur du cuir ancien et de la cire à bois coûteuse. Des raies de soleil traversèrent les hautes fenêtres cintrées, illuminant les particules de poussière dans l'air. Cette pièce était le cœur du monde de Montmorency. Un témoignage de son pouvoir, de son intellect et de sa richesse. Chaque livre était une édition originale, chaque tableau une œuvre unique. Et au centre de la pièce, sur un piédestal de marbre, reposait un magnifique jeu d'échecs. Les pièces étaient sculptées dans l'ivoire et l'obsidienne. L'échiquier était une dalle polie de jade et de marbre. C'était une pièce de musée, un objet de collection. C'était aussi un champ de bataille. Philippe Montmorency, un homme qui avait conquis la défense et bâti un empire mondial à partir de rien, adorait le jeu d'échecs. Il en aimait la logique, la stratégie et la froideur. Impitoyable. Pour lui, la vie était une partie d'échecs, et il n'avait jamais perdu. Aujourd'hui, pourtant, le silence sacré de sa bibliothèque fut troublé. Suzanne Martin, sa gouvernante, époussetait soigneusement les rayonnages. C'était une femme discrète dans la trentaine, avancée avec des yeux doux et un sourire bienveillant. Elle se mouvait avec une efficacité rodée, ses mains gercées et usée par des années de labeur. Sa fille, une petite fille de 9 ans, prénommée Amélie, était assise tranquillement dans un coin, lisant un livre. Amélie avait les yeux de sa mère, mais ses cheveux étaient en une cascade d'or brillant. Une présence silencieuse dans une pièce qui n'était pas faite pour les enfants. Philippe Montmorency entra dans la bibliothèque, le visage assombri par une mine orageuse. C'était un homme grand et imposant, au début de la cinquantaine, avec une chevelure d'argent et des yeux aussi aiguisés et froids qu'un ciel d'hiver. Il venait de terminer une conférence téléphonique brutale, une affaire qui avait mal tourné. De mauvaise humeur, il cherchait quelqu'un, à blâmer quelqu'un, à rabaisser. Son regard se posa sur Suzanne. « Toi, » aboya-t-il, sa voix résonnant dans la pièce calme. « As-tu bientôt fini? J'ai besoin de réfléchir. Je ne peux pas penser avec toi, qui voltige comme un oiseau nerveux. » Suzanne sursauta. « J'ai presque terminé, monsieur Montmorency. Juste cette dernière étagère ?» Les yeux de Montmorency se plissèrent. Il s'avança vers le jeu d'échecs, ses chaussures coûteuses, claquant sur le marbre. Il saisit le roi noir, le tournant dans sa main. « Joues-tu aux échecs, Suzanne ?»
demanda-t-il, la voix dégoulinante de condescendance. Suzanne secoua la tête. « Non, monsieur, je n'ai jamais appris. » Montmorency éclata d'un rire bref, sans joie. « Bien sûr que non. C'est un jeu d'intellect de stratégie. Il exige un certain type d'esprit, un esprit capable de prévoir 10 coups à l'avance, un esprit qui peut anticiper et dominer. » Il reposa le roi sur sa case avec un claquement sec. « Ce n'est pas un jeu pour les simples. » L'insulte resta suspendue dans l'air épaisse et étouffante. Le visage de Suzanne s'empourpra de honte. Elle aurait voulu être invisible, se fondre dans le décor, mais elle ne le pouvait pas. Elle avait une fille à nourrir, des factures à payer. Alors elle ravala sa fierté et garda le silence. Mais Amélie avait entendu. Elle avait vu l'éclair de douleur dans les yeux de sa mère. Elle referma son livre et se leva. Sa petite voix claire et ferme trancha le silence tendu. « Ma mère ne joue peut-être pas, monsieur, dit-elle, mais moi je joue. » Philippe Montmorency se tourna les sourcils, haussés d'amusement. Il baissa les yeux vers la petite fille blonde, un léger sourire cruel aux lèvres. « Toi, un enfant, et que sais-tu des échecs ? » « Je sais que ce n'est pas une question de savoir si on est le plus intelligent, » répondit Amélie, son regard inébranlable. « C'est une question de comprendre les pièces et de savoir combien on est prêt à sacrifier pour protéger son roi. » Montmorency fut décontenancé par ces mots, par la confiance tranquille de sa voix. Il aperçut une lueur dans ses yeux, quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir. Une étincelle d'intelligence, une profondeur qui semblait déplacée chez une enfant de son âge. Pendant un instant, il fut intrigué, mais son arrogance reprit vite le dessus. « Vraiment, ricana-t-il. Alors petite, voyons ce que tu vaux. Jouons une partie. » Il désigna le magnifique échiquier. « Toi et moi maintenant. » Suzanne s'élança, le visage blême d'inquiétude. « Monsieur Montmorency, je vous en prie. Ce n'est qu'une enfant. Elle n'a pas voulu être irrespectueuse. » Montmorency agita une main dédaigneuse. « Baliverne, l'enfant veut jouer. Laisse-la jouer, ou bien a-t-elle peur ?» Il regarda Amélie un défi dans les yeux. « Qu'y a-t-il, petite, tu n'es que du vent. » Amélie regarda sa mère, puis de nouveau le milliardaire. « Je n'ai pas peur, » dit-elle doucement. Un éclat mauvais apparut dans les yeux de Philippe Montmorency. Il vit une occasion de se divertir cruellement, une façon d'évacuer sa frustration. Il allait écraser cet enfant, l'humilier, et donner à elle et à sa mère une leçon d'humilité. « Très bien alors, » dit-il, un large sourire malveillant se répandant sur son visage. « Rendons cela intéressant, un petit pari. » Il se pencha, sa voix devenue un chuchotement théâtral. « Si tu gagnes, dit-il en étirant les mots, au maximum, je te donnerai 100 millions d'euros. » La pièce tomba dans un silence de plomb. Suzanne porta une main à sa bouche, étouffant un cri. La somme était si vaste, si astronomique qu'elle semblait une plaisanterie. Mais Montmorency ne plaisantait pas. Son visage était un masque de certitude arrogante. Il laissa l'offre flotter dans l'air, un instant savourant le choc et l'incrédulité sur le visage de Suzanne. Puis il asséna la réplique fatale. « Mais quand tu perdras, continua-t-il, la voix glaciale, ta mère sera congédiée et tu ne remettras jamais les pieds dans cette maison. » Il se renversa sur sa chaise, un rictus triomphal aux lèvres. Il les avait acculés. Il avait formulé une offre qu'elle ne pouvait refuser et une menace qu'elle ne pouvait ignorer. La partie était lancée, les pièces en place, et Philippe Montmorency savourait déjà sa victoire. Mais il avait commis une erreur fatale. Il avait sous-estimé son adversaire. Il avait vu en Amélie une enfant petite, insignifiante. Il n'avait pas vu l'esprit derrière ses yeux,
un esprit forgé dans le creuset d'une guerre oubliée, un esprit initié à l'art de la stratégie par un maître du jeu. Il n'avait pas vu le fantôme d'un héros de guerre, un homme qui avait affronté la mort et en avait ri, un homme dont le sang coulait dans les veines de la petite fille blonde qui se tenait à présent devant lui, prête à jouer. La partie allait commencer, et le monde du milliardaire allait être bouleversé. Le grand-père d'Amélie François Martin était un homme qui voyait le monde en noir et blanc, non pas en termes de morale, mais dans les cases implacables de l'échiquier. C'était un ancien combattant de la guerre d'Algérie, un homme qui avait passé sa jeunesse dans les collines arides d'une terre étrangère, à mener un combat que peu comprenaient. Il était revenu silencieux, solitaire, l'esprit toujours en éveil, toujours en train de calculer. Il avait trouvé refuge dans le jeu d'échecs. C'était un monde de logique pure, de cause à effet. Aucun espace pour l'émotion, aucune place pour la chance. C'était une bataille de volonté, une épreuve d'intellect. Et François était un grand maître non pas au sens officiel. Il n'avait jamais disputé de tournoi, jamais cherché de classement. Mais il avait étudié le jeu avec une passion féroce et obsessionnelle. Il avait dévoré chaque livre analysé, chaque partie célèbre, et joué des milliers de parties, contre lui-même, guerrier solitaire d'une guerre muette. Quand Amélie naquit quelque chose en François, c'était adouci. Il vit en sa petite fille une âme sœur, un esprit vif et curieux comme le sien. Il commença à lui enseigner le jeu dès qu'elle eut 5 ans. Il n'utilisait pas un jeu luxueux comme celui de Montmorency. Il se servait d'un vieux plateau en bois, abîmé avec des pièces usées, polies par des années d'usage. Il ne lui enseigna pas des ouvertures, ni des schémas d'attaque mémorisés. Il lui enseigna l'âme du jeu. Il lui apprit à voir l'échiquier comme un organisme vivant, un paysage de possibilités. Il lui apprit à comprendre la personnalité de chaque pièce, ses forces et ses faiblesses. Le pion, disait-il sa voix grave et rocailleuse, est l'âme des échecs. Il paraît faible, insignifiant, mais il a le potentiel de devenir une dame. Il peut changer le cours d'une partie. N'oublie jamais le pion, Amélie, n'oublie jamais le petit. Il lui enseigna le sacrifice, le fait d'abandonner une pièce précieuse pour obtenir un avantage stratégique. Parfois, disait-il les yeux perdus au loin, il faut perdre une bataille pour gagner la guerre. Il faut accepter de renoncer à quelque chose que tu aimes pour un bien supérieur. Il lui enseigna à penser comme son adversaire, à pénétrer son esprit, à comprendre ses peurs et ses désirs. Chaque joueur a un style, expliquait-il, un rythme, un signe. Tu dois écouter la partie Amélie. Elle te dira tout ce que tu dois savoir sur la personne assise en face de toi. Amélie avait absorbé ses leçons comme une éponge. Elle possédait un don naturel pour le jeu, une compréhension intuitive de ses subtilités. Elle voyait des schémas que d'autres manquaient, calculait des variantes avec une vitesse presque surnaturelle. À 7 ans, elle battait régulièrement son grand-père. François était alors un vieil homme, son corps faiblissant, mais son esprit restait acéré. Il fit une promesse à Amélie. « Un jour, Amélie, dit-il la voix faible mais les yeux brillants d'amour, tu utiliseras ce jeu pour accomplir quelque chose de grand. Tu montreras au monde que ce n'est pas la taille du chien dans le combat qui compte, mais la taille du combat dans le chien. » Il s'éteignit 1 an plus tard, laissant Amélie le cœur brisé et un amour profond, inaltérable pour le jeu d'échecs. Elle n'avait plus joué depuis sa mort. Le vieux plateau de bois était rangé dans son placard, douloureux rappel de l'homme qu'elle avait perdu. Mais maintenant debout dans la grande bibliothèque de l'hôtel particulier Montmorency, les mots de son grand-père résonnaient dans son esprit.
Elle regarda l'arrogant milliardaire, le sourire cruel et suffisant sur son visage. Elle vit la peur et la honte dans les yeux de sa mère, et elle sut que c'était le moment dont son grand-père avait parlé. C'était son occasion de faire quelque chose de grand. C'était son occasion de se battre. Amélie inspira profondément et s'avança vers le magnifique échiquier. Elle tira une chaise et s'assit sa petite silhouette, presque engloutie par la masse de la table ornée. Philippe Montmorency prit place en face d'elle, un air de mépris amusé sur le visage. « L'enfant veut jouer avec les pièces blanches », dit-il, la voix dégoulinante de sarcasme. Un choix approprié, la couleur de l'innocence ou de la reddition. Amélie ne répondit pas. Elle tendit simplement la main et joua son premier coup. Pion, en E4, une ouverture classique solide, sans ostentation, le début d'un million d'histoires possibles. Montmorency réagit immédiatement, ses gestes rapides et agressifs. C'était un joueur qui aimait dominer, contrôler l'échiquier dès le début. Il fit sortir ses cavaliers et ses fous, lançant une attaque précoce, cherchant à l'écraser avec ses forces supérieures. Mais Amélie n'était pas intimidée. Elle répondit à son agressivité par une défense calme et patiente. Elle développa ses pièces lentement, avec soin, bâtissant une forteresse solide et impénétrable autour de son roi. Elle était un roc face à sa tempête, un objet silencieux et inamovible. La partie continua dense, silencieuse et mortelle, d'ivoire et d'obsidienne. L'horloge sur la cheminée rythmait le temps, seul bruit dans la pièce, tendue et muette. Suzanne se tenait près de la porte, les mains jointes en une prière silencieuse. Elle ne comprenait pas le jeu, mais elle comprenait l'enjeu. Tout son univers reposait sur cette partie. Montmorency s'impatienta. Il avait l'habitude de voir ses adversaires céder, sous sa pression implacable. Mais cet enfant, cette petite fille silencieuse, était différente. Elle ne commettait aucune erreur. Elle ne lui laissait aucune ouverture. Elle était un mur, une forteresse, une énigme qu'il ne pouvait résoudre. Il décida de changer de tactique. Il utiliserait son arme favorite, celle qui lui avait si bien servi dans les salles de conseil et dans la vie, la guerre psychologique. Il commença à parler sa voix basse et insinuante. « Tu es dépassée, petite, » dit-il, les yeux fixés sur l'échiquier. « Tu crois pouvoir rivaliser avec moi. Je joue à ce jeu depuis plus longtemps que ton âge. J'ai écrasé des hommes qui te feraient trembler. » Amélie ne dit rien. Elle joua simplement son coup. « Ta mère doit être très fière, » continua Montmorency, la voix chargée de venin. « Élever une fille qui joue avec son avenir, une fille qui la jetterait à la rue pour un jeu ridicule. » Suzanne frémit, une larme roulant sur sa joue. Mais Amélie resta impassible, ses yeux fixés sur l'échiquier, son esprit tourbillonnant de calculs. Montmorency se pencha en avant, sa voix tombant à un murmure conspirateur. « Je vais te faire une proposition petite. Abandonne la partie maintenant, et je laisserai ta mère garder son emploi. J'oublierai même cet incident embarrassant. Ce sera notre petit secret. » Il sourit un rictus de prédateur. Il croyait la tenir. Il lui offrait une échappatoire, une porte de sortie. Il avait fait appel à son amour pour sa mère, à son sentiment de culpabilité, mais il s'était trompé encore une fois. Il avait pris son silence pour de la peur, sa patience pour de la faiblesse, son amour pour sa mère pour une vulnérabilité à exploiter. Amélie leva enfin les yeux de l'échiquier. Elle croisa son regard, ses yeux bleus aussi clairs et froids qu'un lac de montagne. « C'est à vous de jouer, monsieur Montmorency, » dit-elle, la voix calme mais ferme. Et à cet instant, pour la première fois de sa vie, Philippe Montmorency sentit un frisson de doute.
Il regarda la petite fille blonde assise en face de lui, et il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Il vit une volonté aussi forte que la sienne. Il vit un esprit aussi affûté que le sien. Il vit une guerrière. La partie venait à peine de commencer, et le milliardaire commençait à transpirer. L'atmosphère de la bibliothèque s'alourdissait à chaque minute. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres inquiétantes dans la pièce. La seule lumière venait d'une lampe ouvragée, posée sur une table proche, qui baignait l'échiquier d'une lueur dorée, transformant la partie en un tableau dramatique et saisissant. Montmorency ne souriait plus. Son visage était un masque de concentration intense, les sourcils froncés, la mâchoire serrée. Il ne jouait plus avec un enfant. Il menait un vrai combat, un combat pour son orgueil, sa réputation. Et commençait-il à comprendre pour bien davantage. Il avait tout tenté. Il avait usé de tous ses stratagèmes préférés, de tous ses pièges les plus subtils, mais elle avait percé chacun d'eux. Elle avait anticipé tous ses coups, contré toutes ses attaques. C'était comme jouer contre un fantôme, un esprit toujours un pas en avance sur le sien. Il commençait à comprendre que ce n'était pas seulement une partie d'échecs. C'était une bataille de philosophie. Il était un joueur qui croyait en la puissance, en la force brute, en l'accumulation implacable de l'avantage matériel. Il était un roi qui envoyait ses armées conquérir et détruire. Amélie, elle jouait avec une grâce discrète et subtile. Elle était maîtresse de la position de l'harmonie, de la lente accumulation patiente de petits avantages. Elle était une reine qui protégeait son peuple, qui bâtissait un royaume fort et résilient. Ses pièces œuvraient ensemble, une symphonie de mouvements coordonnés. Les siennes n'étaient qu'une collection de soldats isolés, livrés à une guerre qu'ils ne comprenaient pas. Il la regarda de l'autre côté de l'échiquier et ressentit un respect mêlé d'une angoisse grandissante. Il n'avait jamais été dans une telle position auparavant. Il avait l'habitude d'être celui qui contrôlait celui qui dictait les termes de l'engagement. Mais à présent, il était celui qui défendait celui qui réagissait à ses coups, celui qui se faisait lentement, inexorablement écraser. Il repensa à sa propre enfance. Il avait appris à jouer aux échecs auprès de son père, un homme froid et impitoyable, qui lui avait enseigné que seule la victoire comptait. Son père avait été un spécialiste des OPA hostiles, un homme qui avait bâti sa fortune en démembrant d'autres entreprises. Il avait appris à Philippe à être un requin, à sentir l'odeur du sang dans l'eau, à ne jamais montrer de pitié. Il avait retenu ses leçons. Il était devenu un homme craint mais jamais aimé, une succession de mariages ratés et un fils qu'il connaissait à peine, une vie remplie de choses coûteuses mais vide de tout sens véritable. Il regarda Amélie, la dignité silencieuse de sa posture, l'intelligence farouche dans ses yeux. Il vit une enfant aimée, une enfant qui se battait pour bien plus que de l'argent ou de l'orgueil. Elle se battait pour sa mère, pour la mémoire de son grand-père, pour un monde où le petit pouvait gagner. Et il ressentit une émotion étrange, inconnue, une pointe d'envie. Il secoua la tête pour chasser ses pensées. Il ne pouvait pas se permettre d'être sentimental. Il était Philippe Montmorency. Il ne perdait pas. Il se concentra sur l'échiquier, cherchant une échappatoire, une faiblesse à exploiter. Et alors, il la vit. Un coup désespéré risquait un gambit. Il sacrifierait sa dame, sa pièce la plus puissante, pour attirer son roi dans un piège. C'était un coup né, du désespoir, un coup qui lui vaudrait soit la victoire éclatante, soit une défaite rapide et totale. Il prit sa dame la main, légèrement tremblante. Il observa Amélie, s'attendant à voir une lueur de surprise, d'incertitude,
mais son expression restait impassible. Elle était aussi calme et immobile qu'un lac gelé. Il joua le coup, plaçant sa dame en ligne de mire. L'appât était lancé. Amélie contempla l'échiquier un long moment de silence. Elle vit le piège, bien sûr. Elle vit le prix alléchant et le danger tapi derrière. Elle savait que son grand-père aurait été fier d'elle. Il lui avait appris à être une joueuse prudente, à ne jamais prendre de risques inutiles. Mais il lui avait aussi appris autre chose. Il lui avait appris que parfois, la meilleure défense est une bonne attaque. Parfois, il faut être courageuse. Parfois, il faut être un lion. Elle tendit la main et prit sa dame. Un hoquet échappa à Suzanne. Les yeux de Montmorency s'écarquillèrent de triomphe. Il la tenait. Elle était tombée dans son piège. Il lança sa contre-attaque, une offensive rapide et brutale sur son roi exposé. Ses tours et ses cavaliers fondirent sur sa position. Une tempête de fureur et de feu. Échec, échec, échec. Son roi fut forcé de fuir, de traverser l'échiquier comme une bête traquée. La victoire de Montmorency paraissait certaine. Il la tenait acculée. Il n'était plus qu'à un coup du mat. Il se renversa dans sa chaise, un sourire cruel et triomphant revenu sur son visage. « C'est terminé, petite », dit-il sa voix, un ronronnement narquois. « Tu t'es bien battue, mais à la fin, c'est toujours le roi qui gagne. » Il tendit la main pour jouer son coup final. Mais il s'arrêta. Il avait vu quelque chose d'impossible. Il fixa de nouveau l'échiquier, les yeux écarquillés d'incrédulité. Il avait été tellement concentré sur son attaque, tellement aveuglé par son arrogance, qu'il ne l'avait pas vue. Il avait manqué le coup silencieux, subtil, brillant qu'elle avait joué 3 tours plus tôt. Il avait été tellement obsédé par son roi qu'il avait oublié ses pions. Et l'un de ces pions, un de ces petits pions insignifiants, sous-estimés, avait avancé lentement, discrètement, sur l'échiquier, inaperçu, ignoré. Et maintenant il se trouvait au seuil de sa propre dernière rangée, à une case de devenir une dame. Son sang se glaça. Il vit tout en un éclair de lucidité écœurante. Son attaque n'était qu'un simulacre, sa victoire une illusion. Il avait été si occupé à chasser son roi qu'il avait laissé son propre royaume sans défense. Elle n'était pas tombée dans son piège. C'était elle qui avait tendu le sien, un piège plus profond, plus subtil et bien plus mortel que le sien. Elle avait sacrifié sa dame non par avidité, mais par une froide et calculatrice brillance. Elle lui avait donné un prix pour le distraire, pour l'aveugler, tandis qu'elle mettait son arme réelle en position. Il leva les yeux vers elle, le visage blême, le cœur battant dans sa poitrine. Amélie soutint son regard, son expression indéchiffrable. Puis elle joua son dernier coup. Pion Andéon, le pion, ce petit pion insignifiant, avait atteint l'autre bout de l'échiquier, et il était devenu une dame. Une nouvelle dame, une deuxième dame. Une dame pointée comme une dague au cœur de son royaume. « Échec et mat », dit-elle. Sa voix douce, un murmure tranquille, résonna plus fort qu'un coup de tonnerre. La partie était terminée. Le milliardaire avait perdu et le monde venait de basculer. Le silence dans la pièce était absolu. Un silence lourd, suffocant, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Philippe Montmorency fixait l'échiquier, le visage aussi pâle qu'un linceul. Son esprit d'ordinaire si vif, si tranchant, n'était plus qu'un chaos de pensées confuses. Il avait perdu. Les mots résonnaient dans sa tête un mantra d'incrédulité. Lui, Philippe Montmorency, avait perdu une partie d'échecs contre une fillette de 9 ans, la fille de sa domestique. Il avait été si sûr de sa victoire. Il avait été si arrogant, si condescendant.
Il avait joué avec une confiance cruelle et désinvolte, la ridiculisant, se délectant de son triomphe qu'il croyait inévitable. Et elle l'avait détruit. Elle avait joué avec une brillance tranquille, patiente, qui avait démantelé chacune de ses attaques, défait chacune de ses stratégies. Elle avait été un fantôme, une ombre, un esprit qu'il ne pouvait pas comprendre. Il leva les yeux vers elle, la petite fille blonde, assise en face de lui, les mains posées sagement sur ses genoux. Elle ne jubilait pas, elle ne souriait pas, elle l'observait simplement, ses yeux bleus emplis d'une étrange sagesse troublante. Et à cet instant, il ressentit une vague de honte si profonde, si accablante, qu'elle faillit le mettre à genoux. Il n'avait pas seulement perdu une partie d'échec, il avait perdu une part de lui-même. Il avait perdu cette certitude arrogante qui avait été la base de sa vie. Il avait été un tyran. Il avait été un monstre. Il avait menacé une mère célibataire et tenté d'humilier un enfant. Et il avait échoué. Il retrouva enfin sa voix, un murmure rauque étranglé. « Comment ?» demanda-t-il. « Comment as-tu fait ?» L'expression d'Amélie s'adoucit. « C'est vous qui me l'avez appris, » dit-elle d'une voix douce. « Moi. »« Je t'ai appris, » répéta-t-il confus. « Vous avez dit que les échecs étaient un jeu d'intellect, » expliqua-t-elle. « Mais ce n'est pas ça. C'est un jeu de compréhension. Vous comprenez le pouvoir. Vous comprenez comment attaquer, comment dominer. Mais vous ne comprenez pas le sacrifice. Vous ne comprenez pas le travail d'équipe. Vous ne comprenez pas que parfois la plus petite pièce peut être la plus importante. » Elle désigna le pion au dernier rang, le pion devenu une dame. « Vous ne l'avez jamais vu venir, » dit-elle. « Vous étiez trop occupé à regarder les grosses pièces, les pièces puissantes, et vous avez oublié la petite. » Ces paroles n'étaient pas une accusation. C'était une simple constatation, mais elles l'atteignirent comme un coup physique. Il avait passé toute sa vie à regarder les grosses pièces. Il avait amassé une fortune, bâti un empire, conquis le monde, mais il avait oublié les petites choses. Il avait oublié la gentillesse, la compassion, l'amour. Il regarda Suzanne, désormais, aux côtés de sa fille, les yeux remplis d'un mélange de peur, de soulagement et d'une fierté protectrice farouche. Il avait traité cette femme avec un tel mépris, une telle condescendance. Il ne l'avait vue que comme une servante, un meuble. Mais c'était une mère, une femme qui avait élevé une fille d'un talent extraordinaire et d'une grâce profonde. Il avait fait un pari ridicule, arrogant, insensé, 100 millions d'euros. Les mots flottaient dans l'air, monument de sa propre folie. Il était un homme de parole. Il n'avait jamais rompu une promesse, jamais reculé devant un accord. Mais cette fois, c'était différent. C'était une enfant. C'était une gouvernante. Leur donner une telle somme, c'était changer leur vie à jamais. C'était aussi admettre sa propre défaite, son humiliation à une échelle presque inimaginable. Il était Philippe Montmorency. Il était un homme qui ne perdait pas. Il pouvait trouver un moyen de s'en sortir. Il pouvait prétendre que c'était une plaisanterie. Il pouvait engager une armée d'avocats pour les enfermer dans des procès interminables. Il pouvait les écraser comme il en avait écrasé tant d'autres. Il regarda de nouveau Amélie, et il vit son grand-père dans ses yeux. Il vit la force tranquille, l'intégrité inébranlable, l'amour profond et durable du jeu. Il vit un homme qui avait combattu pour son pays, un homme qui avait vécu une vie d'honneur et de sens, et il sut ce qu'il devait faire. C'était la décision la plus difficile de sa vie. Un coup qui allait à l'encontre de tous ses instincts, de toutes les fibres de son être. Mais il savait avec une certitude claire et glaciale, comme un matin d'hiver, que c'était la bonne décision. Il inspira profondément. Il se leva. Il tendit la main. « Tu as gagné, Amélie » dit-il, la voix basse mais claire.
à la loyale. Un marché est un marché. Suzanne Martin resta figée tandis que la main de Montmorency demeurait tendue dans le silence de la pièce. C'était une grande main puissante, une main qui avait signé des contrats de plusieurs milliards et écrasé des concurrents sans un instant d'hésitation. Maintenant, elle était offerte à sa fille de 9 ans, en un geste de reddition. Amélie regarda la main tendue, puis leva les yeux vers le visage pâle du milliardaire. Elle y vit la tempête, la confusion, la honte, la naissance d'un respect réticent. Elle ne prit pas sa main. Elle fit simplement un petit signe de tête presque imperceptible. Ce n'était pas un geste de triomphe, mais de reconnaissance. La partie était terminée, la dette réglée. Montmorency abaissa lentement sa main, sentant une nouvelle vague d'embarras. Bien sûr qu'elle ne lui serrerait pas la main. Pourquoi le ferait-elle? Il avait été un monstre pour elle et sa mère. La poignée de main était une coutume entre égaux, et il les avait traités comme tout sauf cela. Il s'éclaircit la gorge, le son résonnant étrangement fort dans la bibliothèque. « Mon assistante prendra contact avec vous, Suzanne, » dit-il d'une voix tendue et formelle. « Pour organiser le transfert des fonds, j'aurai besoin de vos coordonnées bancaires. » Suzanne ne put qu'acquiescer, l'esprit vide. Coordonnées bancaires, fonds. Les mots semblaient appartenir à un autre langage, un autre monde. 100 millions d'euros. Ce nombre était si vaste, si inimaginable, que son esprit refusait de le concevoir. C'était comme essayer d'imaginer la taille de l'univers. « Vous êtes libre pour aujourd'hui », ajouta Montmorency. Les mots semblaient maladroits, insuffisants dans sa bouche. Il se détourna incapable de les regarder plus longtemps. Il s'avança vers les hautes fenêtres et contempla les jardins méticuleusement entretenus. Mais il ne vit rien. Tout ce qu'il voyait, c'était l'échiquier dans son esprit, les coups silencieux et brillants de la petite fille qu'il avait si totalement et complètement vaincue. Suzanne prit doucement la main d'Amélie. Elle paraissait si petite et fragile dans la sienne. « Viens, ma chérie », murmura Suzanne, la voix tremblante. « Rentrons à la maison. » Elle quitta presque en courant la bibliothèque, entraînant Amélie avec elle. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elles furent dehors debout sur l'allée de gravier. L'air frais du soir vint lui fouetter les sens comme un électrochoc. Le soleil s'était couché et le ciel prenait une teinte violette profonde, piquetée des premières étoiles. Elles rentrèrent en silence. Leur petit appartement n'était qu'à quelques rues de l'hôtel particulier Montmorency, mais dans un quartier qui en était à 1000 lieues à tous les égards. Les immeubles étaient plus anciens, les rues plus étroites, et l'air rempli des sons de la vie quotidienne, les rires d'enfants, la sirène lointaine d'une ambulance, le murmure des téléviseurs provenant des fenêtres ouvertes. Lorsqu'elles furent enfin dans leur petit salon chaleureux, Suzanne s'effondra sur le canapé, le corps secoué de tremblements. La réalité de ce qui venait de se passer s'abattait sur elle comme une vague déferlante. « Amélie, » dit-elle dans un souffle, « qu'est-ce que tu as fait ?» Amélie s'assit à ses côtés, le visage calme et serein. « J'ai joué une partie d'échecs, maman. »« Mais l'argent ?» balbutia Suzanne. 100 millions d'euros. Il ne peut pas être sérieux. Il ne va pas vraiment nous les donner, n'est-ce pas ? Il le fera, répondit Amélie avec une tranquille certitude. C'est un homme qui comprend les règles, et il a perdu. Il doit payer. Suzanne fixa sa fille, ce petit être familier qui soudain lui paraissait étrangère. Elle avait toujours su qu'Amélie était intelligente, une enfant discrète, observatrice, première de classe, préférant les livres aux jeux de cour. Mais ça, c'était autre chose.
C'était un niveau d'intelligence de stratégie presque effrayant. « Où as-tu appris à jouer comme ça ?» demanda Suzanne, la voix emplie de stupeur. « Ton grand-père ? C'est lui qui t'a appris, n'est-ce pas ?» Amélie acquiesça. « Il m'a tout appris. Mais enfin, ce n'était qu'un vieil homme qui aimait jouer aux échecs au parc. »« C'était plus que ça, maman, » dit doucement Amélie. « C'était un général. Il n'a jamais eu d'armée, voilà tout. » Suzanne ne comprit pas vraiment ce qu'elle voulait dire, mais elle était trop épuisée, trop bouleversée, pour demander davantage. Elle serra sa fille dans ses bras, enfouissant son visage dans sa chevelure blonde et douce. « J'ai eu si peur, » sanglota-t-elle. « Je croyais que nous allions tout perdre. »« Nous n'allions jamais perdre, » dit Amélie, s'épeta le bras, enroulé autour du cou de sa mère. « Papy m'a appris à gagner. » Cette nuit-là, Suzanne ne put trouver le sommeil. Elle resta allongée, les yeux fixés au plafond, l'esprit en ébullition. Le nombre ne cessait de se répéter, dans sa tête 100 millions d'euros. Une somme qui changeait une vie. C'était la liberté. Une nouvelle maison, une nouvelle voiture, les études universitaires d'Amélie, payer un avenir à l'abri du besoin et des difficultés. Mais c'était aussi terrifiant. Un poids, une responsabilité, une cible dans leur dos. Comment elles, une simple employée de maison, et sa fille de 9 ans, pourraient-elles gérer une telle fortune? Que diraient les gens? Que se passerait-il? Elle pensa à Philippe Montmorency. Elle avait travaillé pour lui pendant 3 ans. Elle l'avait vu dans ses bons jours comme dans ses pires. Elle avait aperçu ses rares éclairs de générosité, mais aussi sa cruauté, son arrogance, son mépris total des sentiments des autres. Et pourtant, ce jour-là, elle avait vu autre chose. Elle l'avait vu humilié. Elle l'avait vu vaincu. Et dans ce moment de défaite, elle avait perçu une lueur qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une étincelle d'humanité. Pendant ce temps, dans son vaste manoir vide, Montmorency était lui aussi éveillé. Il se tenait dans sa bibliothèque, l'échiquier toujours en place sur le piédestal de marbre. Il fixait les pièces dans la position finale impossible qui avait scellé sa chute. Il avait rejoué la partie dans sa tête des centaines de fois et en tirait toujours la même conclusion. Il avait été surpassé, pas seulement contourné, mais devancé, déjoué, surclassé. Lui qui s'enorgueillissait de savoir lire les gens, comprendre leurs motivations, prédire leurs actes, avait été complètement aveugle à la véritable nature de la petite fille, silencieuse, assise face à lui. Il n'avait vu qu'une enfant. Il n'avait pas vu l'esprit d'une grande maîtresse. Qui était-elle? D'où venait-elle? Il prit son téléphone et appela son chef de la sécurité, un homme nommé Moreau, à son service depuis 20 ans. Moreau, ancien officier de police judiciaire, était capable de trouver une aiguille dans une botte de foin, un fantôme dans la machine. « Moreau », dit Montmorency d'une voix basse et urgente. « J'ai un travail pour vous. Je veux que vous découvriez tout ce que vous pouvez sur ma gouvernante, Suzanne Martin, et sa fille, Amélie. Y a-t-il un problème, monsieur ?» demanda Moreau, calme et professionnel. « Aucun problème, » répondit Montmorency. « Juste une curiosité. Je veux connaître leur famille, leur histoire, leurs origines. Je veux savoir qui était le père de la petite. Je veux tout savoir sur son grand-père. Je veux tout, et je le veux sur mon bureau demain matin. » Il raccrocha et fixa de nouveau l'échiquier. C'était un homme qui ne croyait pas au mystère. Il croyait aux faits, aux données à la logique froide et implacable du bilan. Et il était déterminé à résoudre le mystère Amélie Martin. Il était résolu à comprendre l'esprit de l'enfant qu'il avait mis à genoux. Il avait un pressentiment, une sensation sourde et inquiétante
que tout cela dépassait largement une simple partie d'échecs. Il avait l'impression que sa vie, d'une manière fondamentale, venait d'être irrévocablement changée. Le lendemain matin, une épaisse enveloppe Kraft attendait sur le bureau de Philippe Montmorency. Il l'ouvrit avec une légère appréhension. À l'intérieur se trouvait un rapport détaillé sur la vie de Suzanne Martin. C'était une histoire simple, sans éclat. Elle avait grandi dans une petite ville près de Lyon. Bonne élève discrète, elle n'avait jamais eu de problème. Elle avait épousé son amour de lycée, un homme nommé David Martin, mort dans un accident de voiture quand Amélie n'était encore qu'un bébé. Quelques années plus tard, elle était montée à Paris pour trouver du travail et avait été employée à l'hôtel particulier Montmorency depuis lors. C'était une histoire de lutte silencieuse, de résilience, d'amour maternel. Un récit que n'importe quel autre jour, Montmorency aurait balayé d'un revers de main, comme sentimental et sans importance. Mais aujourd'hui, cela sonnait autrement. Cela sonnait vrai. Il tourna la page vers la section consacrée au grand-père d'Amélie François Martin, et c'est là qu'il le vit. Une photographie en noir et blanc, prise quelque part dans les années 1950. Un jeune homme en uniforme, la mâchoire carrée, le regard sérieux et intelligent. Montmorency fixa la photo, le sang glacé. Il connaissait ce visage. Il l'avait déjà vu sur de vieux clichés passés de sa propre famille. Il se leva et alla vers une armoire fermée à clé, dans un coin de la bibliothèque. Il l'ouvrit avec la clé qu'il gardait toujours sur lui. À l'intérieur, une collection d'albums reliés de cuir, l'histoire de la famille Montmorency. Il sortit un album des années 1970. Il feuilleta le cœur battant, et puis il le trouva. Une photo de son père, une version plus jeune, plus impitoyable de lui-même, debout devant un petit bâtiment, en brique une usine d'outillage. À côté de lui, l'air mal à l'aise, dans un costume bon marché, se tenait François Martin. Au-dessus de la porte, sur l'enseigne, on pouvait lire Martin et fils outil de précision. Tout lui revint d'un coup. Les histoires que son père racontait, tard le soir, un verre de whisky hors de prix à la main. Les débuts, les premières conquêtes, les opérations qui avaient jeté les bases de l'empire Montmorency. La première règle des affaires, mon fils, disait son père, les yeux brillants d'une lueur prédatrice, c'est qu'il n'y a pas de règle. Tu prends ce que tu veux, tu écrases la concurrence, tu ne montres jamais la moindre pitié. Sa première grande acquisition avait été une petite entreprise familiale d'outillage de précision à Lyon-Martin et fils. Il l'avait achetée pour une bouchée de pain, l'avait dépouillée de ses actifs licenciés, tous ses employés, puis revendu le terrain à un promoteur. Un raid industriel classique, cas d'école de ce capitalisme prédateur et impitoyable qui avait fait de son père une légende, et François Martin. Il avait été le fils qui avait tenté de résister, qui avait refusé de vendre, qui avait fait appel au sens de la décence et de l'équité, un sens que son père n'avait jamais possédé. Montmorency se souvint du rire de son père. Cet homme était un imbécile, disait-il. Il parlait de loyauté de tradition des familles qui avaient travaillé là pendant des générations. Je lui ai dit que la loyauté était une faiblesse, que la tradition était une encre, et que les familles n'étaient en qu'une ligne de plus dans un bilan. François Martin avait tout perdu, son entreprise, son héritage, le legs de son père. Ruiné, écarté, oublié, une victime collatérale de la marche implacable de l'empire Montmorency. Philippe s'affaissa dans son fauteuil, l'album ouvert sur les genoux. Il passa du regard le sourire froid et triomphant de son père à celui du jeune soldat fier et droit. Et il comprit, enfin. La victoire d'Amélie n'était pas un hasard, ce n'était pas un coup de chance, c'était la justice,
un fantôme du passé revenu réclamer une dette vieille de 50 ans. Les 100 millions d'euros n'étaient pas un pari. C'était une restitution. Un paiement trop longtemps différé pour une vie brisée, un héritage volé. Il demeura là longtemps, le silence de la bibliothèque pesant sur lui. Il pensa à sa propre vie à l'empire dont il avait hérité, à la fortune qu'il avait bâtie. Il avait toujours été fier de sa réussite, de sa capacité à gagner, à dominer, à conquérir. Mais pour la première fois, il en sentit le poids. Il sentit les fantômes de ceux que sa famille avait écrasé, les vies détruites, les rêves éteints. Il avait joué aux échecs toute sa vie. Mais il avait joué avec les mauvaises pièces, pour le mauvais prix. Il savait ce qu'il devait faire. Il ne suffisait pas de leur donner l'argent, il fallait plus. Il devait si imparfaitement soit-il essayer de réparer. Il prit le téléphone. Il n'appela pas son assistante. Il n'appela pas ses avocats. Il appela le standard de l'hôtel particulier Montmorency. « Donnez-moi le numéro de téléphone du domicile de Suzanne Martin, » dit-il, la voix calme mais ferme. « J'ai besoin de lui parler. » Le téléphone se mit à sonner, dans le petit appartement. Un son strident discordant qui fit sursauter Suzanne. Elle essayait de lire un magazine, mais les mots n'étaient que des taches floues. Elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle n'arrivait pas à penser. Elle laissa sonner le cœur battant. Qui pouvait bien appeler? Personne n'appelait jamais chez elle. Finalement, à la 4e sonnerie, elle décrocha. « Allô ?» dit Suzanne, la voix hésitante. « Suzanne, c'est Philippe Montmorency. » Le sang de Suzanne se glaça. Elle se leva d'un bond, serrant le combiné si fort que ses jointures blanchirent. « Monsieur Montmorency » souffla-t-elle presque inaudible. « Est-ce que tout va bien? J'ai besoin de vous voir, dit-il, vous et Amélie. J'aimerais venir chez vous si vous le permettez. » Suzanne resta pétrifiée de stupeur. Montmorency dans son petit appartement modeste. L'idée paraissait absurde, inimaginable. Elle ne savait que répondre. « C'est au sujet de l'argent ?» reprit-il la voix plus douce, moins autoritaire. « Mais c'est plus que ça. C'est à propos de votre beau-père, à propos de François. » Le cœur de Suzanne fit un bond. « François. Que savait-il de François ? » « Je serai là dans 30 minutes, » dit-il avant de raccrocher. Suzanne resta figée, le combiné, mort dans la main, l'esprit en tumulte. Elle regarda Amélie assise à la table de la cuisine, dessinant dans son carnet. « Amélie, » dit-elle la voix tremblante, « Monsieur Montmorency vient ici. » Amélie leva les yeux, l'expression indéchiffrable. « Je sais, » répondit-elle. Et à cet instant, Suzanne comprit que sa fille avait toujours su. Elle savait qui était Montmorency. Elle connaissait l'histoire, le lien, la blessure ancienne, et jamais refermée qui couvait depuis un demi-siècle. La partie n'avait pas commencé la veille, dans la grande bibliothèque de l'hôtel particulier Montmorency. Elle avait commencé 50 ans plus tôt dans une petite usine de briques à Lyon. Et après toutes ces années, elle atteignait enfin son endgame. 30 minutes plus tard, on frappa à la porte. Suzanne prit une profonde inspiration et ouvrit. Philippe Montmorency se tenait là, non pas vêtu d'un de ses coûteux costumes sur mesure, mais d'un simple pantalon et d'un polo. Il paraissait plus petit, étrangement moins intimidant, dépourvu de l'armure de sa richesse et de son pouvoir. Il tenait un grand album relié de cuir dans ses mains. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il d'une voix calme, presque hésitante. Suzanne hocha la tête et s'effaça. Il entra dans le petit salon, observant les meubles usés, les photos encadrées sur les murs, cette chaleur et cet amour qui emplissaient l'espace. C'était un autre monde, à des années-lumière de son propre manoir, froid et vide.
Il aperçut Amélie, assise à la table de la cuisine, le regard sage et ancien posé sur lui. Il s'approcha et posa l'album sur la table. Il l'ouvrit à la page où figurait la photo de son père, aux côtés de François Martin, devant l'usine. « Je crois que vous savez ce que c'est, » dit-il, la voix chargée de regret. Amélie regarda la photo, puis leva les yeux vers lui. Elle ne dit rien. « Mon père, » dit Montmorency, la voix brisée, « était un voleur. Il a volé l'entreprise de votre grand-père. Il a volé son héritage. Il a volé sa vie. » Il croisa le regard de Suzanne, les yeux emplis d'une honte brute nue. « Je ne savais pas, » dit-il. « Je vous le jure, je ne savais pas. Pas avant ce matin. » Il inspira profondément. « Les 100 millions d'euros, » dit-il, « ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez pour rembourser la dette que ma famille doit à la vôtre. Mais c'est un début. » Il sortit une enveloppe de sa poche. Ce n'était pas un chèque, mais une série de documents des actes juridiques rédigés par ses avocats dans la matinée. « J'ai organisé le transfert des fonds, » dit-il, « mais j'ai aussi fait autre chose. J'ai créé une fondation au nom de votre grand-père, la fondation François Martin. Elle sera dédiée à aider les petites entreprises familiales, à les protéger contre les prédateurs, contre des hommes comme mon père. » Il poussa les documents vers elle. « Je veux que vous et Amélie la dirigiez. Je veux que vous utilisiez l'argent de ma famille pour réparer les dégâts que ma famille a causés. » Suzanne fixa les papiers, les larmes aux yeux. Elle n'était plus seulement une employée de maison. Elle devenait la directrice d'une fondation, la gardienne d'un héritage. Montmorency se tourna vers Amélie. « Votre grand-père, » dit-il, la voix chargée d'un profond respect, « était un homme meilleur que mon père, et vous êtes une meilleure joueuse que moi. » Il tendit la main de nouveau. Cette fois, Amélie la prit. Sa petite main disparut dans la sienne, mais sa poigne était ferme, assurée. « La partie n'est pas finie, monsieur Montmorency, » dit-elle d'une voix douce mais claire. « Elle ne fait que commencer, et dans ce petit appartement modeste, entouré des fantômes du passé et des promesses de l'avenir, un milliardaire et la fille d'une employée se serrèrent la main. Une dette avait été payée, une blessure avait été refermée, et une nouvelle partie, une meilleure, s'ouvrait. Une partie où le petit pion sous-estimé pouvait non seulement gagner, mais aussi changer le monde. À partir de ce jour, plus rien ne fut comme avant. L'argent fut transféré une rivière numérique silencieuse coulant d'un monde à l'autre. Suzanne quitta son emploi non pas dans la colère ni l'amertume, mais avec une dignité tranquille. Elle et Amélie quittèrent leur appartement exigu pour acheter une maison modeste mais confortable dans un quartier résidentiel, bordé d'arbres. Ce n'était pas un manoir, mais c'était un foyer. Il y avait un jardin pour qu'Amélie puisse jouer et un bureau où Suzanne pouvait commencer sa nouvelle mission. La fondation François Martin devint sa passion. Elle s'y consacra avec une énergie farouche déterminée. Elle engagea une petite équipe et ensemble, ils étudièrent les demandes qui affluaient de tout le pays. Des histoires de lutte d'espoir, de familles cherchant à bâtir quelque chose de durable. Elle devint la championne des oubliés, la protectrice des petites entreprises familiales, colonne vertébrale du pays. Elle utilisa la fortune des Montmorency, cette fortune bâtie sur les ruines de l'héritage de sa propre famille, pour donner à d'autres familles une chance de se battre. Philippe Montmorency, quant à lui, entama un processus de transformation lent et douloureux. Il ne prit pas sa retraite, il ne vendit pas son entreprise, mais il commença à la diriger autrement. Il se mit à penser à autre chose qu'aux seuls résultats financiers. Il commença à réfléchir aux salariés qui travaillaient pour lui, aux communautés que son entreprise
affectait à l'héritage qu'il laisserait derrière lui. Il devint l'un des principaux bienfaiteurs de la Fondation François Martin, non seulement avec son argent, mais aussi avec son temps et son expertise. Il encadra de jeunes entrepreneurs. Il conseilla des petits patrons. Il utilisa son vaste réseau de contacts pour ouvrir des portes à ceux qui n'avaient jamais eu leur chance. Il continua à jouer aux échecs avec Amélie. Il se retrouvait une fois par mois dans un coin tranquille d'un parc public autour d'un vieux jeu ébréché en bois. Il ne la battit jamais, mais il apprit d'elle. Il apprit la patience, le sacrifice, la puissance discrète et subtile d'une finale bien jouée. Il apprit que gagner n'était pas tout. Il apprit que parfois, les plus grandes victoires naissent des parties que l'on perd. Un après-midi d'automne, alors qu'il terminait une partie, Montmorency regarda Amélie avec une expression songeuse. « Tu sais, dit-il, j'ai réfléchi. Mon entreprise, ce n'est qu'un amas d'actifs, de marques de bilan. Elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de but. Ce n'était qu'une machine à fabriquer de l'argent. » Il fit une pause, puis ajouta « J'aimerais que tu sièges à mon conseil d'administration. » Amélie leva les yeux de l'échiquier, ses grands yeux bleus sérieux. Elle avait 10 ans maintenant, au seuil d'un monde nouveau, d'une vie nouvelle. « Je ne connais rien aux affaires, dit-elle. « Tu sais tout ce qu'il faut savoir, répondit-il. Tu sais que le pion est l'âme des échecs. Tu sais que le petit compte. Tu sais qu'il faut être prêt à sacrifier ce que l'on aime pour un bien plus grand. » Il sourit un vrai sourire chaleureux qui lui illumina les yeux. « J'ai besoin de toi, Amélie, dit-il. J'ai besoin que tu m'aides à jouer une meilleure partie. » Ainsi se termina l'histoire du milliardaire et de la fille de la gouvernante. Mais ce n'était aussi qu'un commencement. C'était le début d'un nouvel héritage, d'un nouvel empire, fondé non pas sur l'ambition impitoyable, mais sur la compassion, la justice et la sagesse tranquille et durable d'une fillette de 9 ans qui savait jouer aux échecs. Le monde est un échiquier, et nous ne sommes tous que des pièces cherchant notre place. Mais parfois, avec un peu de chance, nous trouvons un grand maître, un professeur, un ami qui nous apprend à jouer avec grâce, avec courage et avec amour. Et c'est en fin de compte la seule victoire qui compte vraiment. La nomination d'une fillette de 10 ans au conseil d'administration d'une multinationale valant plusieurs milliards était, pour le dire doucement, sans précédent. Cela fit l'effet d'une bombe dans le monde de la finance. Les gros titres oscillaient entre le ridicule et l'incrédulité. La folie Montmorency, clamait un journal. Un milliardaire nomme une enfant prodige au conseil, annonçait un autre avec un scepticisme appuyé. Les membres du conseil, eux-mêmes une brochette d'exécutifs, aguerris, qui avaient gravi les échelons à force de dureté, étaient scandalisés. Ils y voyaient une insulte, un coup de publicité, la preuve que le vieux perdait enfin la tête. Mais Montmorency s'en moquait. Il avait passé sa vie à se soucier de ce que les autres pensaient, à entretenir son image d'invincibilité impitoyable. Désormais, une seule chose comptait, la rédemption. La première réunion du conseil avec Amélie fut un mélange de comédie et de tension latente. Elle était assise à la longue table de bois poli, les pieds ne touchant pas encore le sol, un verre de lait posé devant elle par un assistant perplexe. Elle était encadrée par des hommes 3 fois plus grands qu'elle et 50 ans plus âgés. Ils parlaient une langue truffée d'acronymes et de jargon financier, de LBO et de rapports trimestriels. Ils déroulaient graphiques et projections, une avalanche de données destinée à impressionner et intimider. Amélie écouta patiemment son carnet, ouvert devant elle.
Elle ne dit pas un mot durant les 2 premières heures. Les cadres échangèrent des regards complices. L'enfant était dépassé, comme il l'avait prévu. Puis vint le point principal de l'ordre du jour, une proposition d'acquérir une petite société concurrente, une manœuvre classique de Montmorency, une OPA hostile, qui créerait un monopole, mais qui entraînerait aussi la fermeture de plusieurs usines et la perte de milliers d'emplois. Les dirigeants présentèrent le plan avec une froideur clinique. Leur voix était vide de toute émotion. Ce n'était que des affaires. Lorsqu'ils eurent terminé, un silence s'installa. Philippe Montmorency se tourna vers Amélie au bout de la table. « As-tu des questions ?» demanda-t-il, la voix neutre. Tous les regards convergèrent vers la petite fille blonde. Elle leva les yeux de son carnet. « Oui, » dit-elle d'une voix claire et assurée. « J'en ai une. » Elle pointa du doigt une ligne dans les projections financières. « Ce chiffre ici, dit-elle, celui qui dit synergies, qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda Amélie. Le directeur financier, un homme à la voix tonitruante et à l'ego démesuré, ricana avec condescendance. « C'est un terme technique, jeune demoiselle, » dit-il. « Il désigne les économies que nous allons réaliser en éliminant les postes redondants. »« Vous voulez dire licencier des gens, » dit Amélie. Le sourire du directeur financier s'évanouit. « Eh bien ?» balbutia-t-il. « Oui, je suppose qu'on peut le dire comme ça. » Amélie tourna une page de son carnet. Elle avait dessiné un schéma simple. Ce n'était pas un graphique financier, c'était un échiquier. « Voyez cette entreprise que vous voulez acheter, » dit-elle. « Pour vous, c'est un pion, une pièce que vous pouvez sacrifier pour améliorer votre position. Vous l'enlevez de l'échiquier et vous devenez plus fort. » Elle balaya la table du regard, croisant les yeux de chaque dirigeant. « Mais vous oubliez quelque chose, » dit-elle. « Mais je te t'étends, ce pion n'est pas juste un morceau de bois, c'est toute une armée. Ce sont les ouvriers dans les usines, ce sont leurs familles, ce sont les petites villes qui dépendent de ces emplois. Quand vous retirez ce pion de l'échiquier, vous ne perdez pas seulement une pièce, vous détruisez un royaume. » Elle fit glisser son carnet de croquis à travers la table vers Montmorency. « Il y a un meilleur coup, » dit-elle. Au lieu de les racheter, pourquoi ne pas investir en eux, les aider à moderniser leurs usines, les aider à développer de nouveaux produits, les aider à devenir un concurrent plus fort. Les cadres la regardèrent ahuris. L'idée était absurde. C'était du suicide financier. C'était une hérésie. Mais Montmorency regarda l'échiquier qu'elle avait dessiné. Il vit la logique de son coup, la sagesse calme et patiente qu'il avait vaincue des mois plus tôt. Il vit une manière de gagner, non pas en détruisant son adversaire, mais en le transformant en allié. Il leva les yeux vers le conseil. « Elle a ta raison, » dit-il la voix basse mais ferme. « Nous ne les rachetons pas, nous nous associons à eux. Rédigez une nouvelle proposition. Et cette fois, je veux que le mot « synergies » soit remplacé par le mot « gens ». Ce jour-là, quelque chose changea dans l'âme de Montmorency Industries. L'ancienne garde grinça des dents, mais une nouvelle ère venait de commencer. L'entreprise se mit à investir dans ses employés, dans ses communautés, dans la durabilité à long terme, plutôt que dans les profits à court terme. Ce fut un chemin plus lent, plus difficile, mais un chemin meilleur. Et peu à peu, miraculeusement, les résultats commencèrent à s'améliorer. Des employés heureux étaient des employés productifs. Des communautés loyales étaient des clients fidèles. Une entreprise dotée d'une conscience était une entreprise avec laquelle les gens voulaient faire affaire. Les années passèrent. La Fondation François Martin grandit ses racines s'étendant dans tout le pays.
une force discrète, constante, au service du bien. Suzanne Martin, autrefois gouvernante timide, devint une philanthrope respectée et assurée, une femme qui évoluait avec aisance dans un monde de pouvoir et d'influence, sans jamais oublier d'où elle venait. Un jour, une lettre arriva au siège de la Fondation. Elle venait d'un petit atelier familial de menuiserie en Bretagne. Son propriétaire, un homme nommé Georges, était au bord de la faillite. Une grande multinationale s'était installée dans sa ville, cassant les prix et l'évinçant du marché. Il avait investi toutes ses économies dans son atelier. L'entreprise appartenait à sa famille depuis 3 générations. Il allait tout perdre. Suzanne lut la lettre et son cœur se serra. C'était l'histoire de sa propre famille, qui se répétait, à une autre époque dans un autre lieu. Elle s'envola pour la Bretagne afin de le rencontrer. Elle vit la fierté dans ses yeux, les callosités sur ses mains, l'amour qu'il portait à son métier. La Fondation lui accorda une subvention. Ce n'était pas une aumône, mais un tremplin. Ils l'aidèrent à moderniser son matériel, à créer un site Internet, à trouver de nouveaux marchés pour ses meubles artisanaux. Ils lui donnèrent une chance de se battre. 1 an plus tard, Suzanne reçut une autre lettre de Georges. Son entreprise prospérait. Il avait embauché 3 nouveaux employés. Son fils, parti à l'université pour étudier le commerce, avait décidé de revenir travailler dans l'entreprise familiale. « Vous n'avez pas seulement sauvé mon atelier », écrivait Georges, les mots brouillés par les larmes. « Vous avez sauvé ma famille, vous avez sauvé mon héritage. » Suzanne posa à la lettre un sourire calme et satisfait aux lèvres. C'était sa victoire, c'était son échec, et mat. Un soir d'été, 5 ans après cette fameuse partie d'échecs, Philippe Montmorency se tenait sur le balcon de son appartement parisien, contemplant les lumières étincelantes de la ville. C'était un vieil homme désormais les cheveux totalement blancs, le visage marqué par les lignes d'une vie à la fois rude et pleine. Il entendit un pas léger derrière lui. Il se retourna et vit Amélie. Elle avait maintenant 14 ans, une jeune femme à l'orée de l'âge adulte. Elle avait les yeux doux de sa mère et la force tranquille inébranlable de son grand-père. Elle venait d'être acceptée dans une université prestigieuse avec une double spécialisation en économie et en philosophie. Elle siégeait toujours au conseil de son entreprise, une voix de raison et de compassion. Elle était, il le savait, l'avenir. « Regarde, Amélie, » dit-il, la voix grave et rauque. « Toutes ces lumières, tous ces gens. J'ai passé ma vie à essayer de conquérir cette ville, à la posséder, à mettre mon nom sur chaque bâtiment. » Il secoua la tête. « J'étais un imbécile. Je jouais aux dames et je croyais jouer aux échecs. »« Vous êtes un homme bon, Philippe, » dit Amélie. « Vous êtes un homme bon, Philippe, » dit Amélie, debout à ses côtés. Il sourit d'un air triste, empreint de nostalgie. « Non, » dit-il, « je ne le suis pas, mais tu as fait de moi un homme meilleur. » Ils restèrent en silence, un long moment, observant la ville respirer vivante, palpitante. « Cela ne te manque jamais ?» demanda Montmorency. « Le combat, l'adrénaline de la victoire. » Amélie réfléchit un instant. « La partie n'est jamais terminée, » dit-elle. « Elle change simplement. Le but, ce n'est plus de gagner, c'est de jouer une belle partie. Une partie qui laisse l'échiquier et le monde meilleur que tu ne les as trouvés. » Elle leva les yeux vers lui, ses yeux bleus brillants, d'une sagesse bien au-delà de son âge. « C'est grand-père qui me l'a appris, » dit-elle. Il disait que chaque pion est une reine en puissance, chaque personne est un héros potentiel. Il suffit de leur donner une chance d'atteindre l'autre côté. Montmorency contempla la ville qui s'étendait, à perte de vue, les millions de petites lumières, chacune représentée
une histoire, un rêve, une partie en attente d'être jouée. Et pour la première fois de sa vie, il ne vit pas un royaume à conquérir, il vit un monde à sauver. Et il sut avec une certitude profonde et absolue que la partie était entre de bonnes mains. L'enfant était devenu une reine, et son règne ne faisait que commencer. Et c'est là que nous allons conclure l'histoire, pour l'instant. Chaque fois que je partage une de ces histoires, j'espère que cela vous offre un moment pour sortir du quotidien et vous laisser dériver un peu. J'aimerais savoir ce que vous étiez en train de faire, en écoutant peut-être vous détendre, après le travail, lors d'une conduite tard le soir, ou simplement en train de vous relaxer. Laissez un mot dans les commentaires. Je les lis vraiment tous. Et si vous voulez être sûr que nous nous recroisions, un petit like et un abonnement font toute la différence. Merci d'avoir passé ce moment avec moi.